Christian Simon, bonjour. Bonjour Eric, et merci à l'Impact de me recevoir aujourd'hui. Eh bien, on est très heureux, c'est chaque fois un plaisir. Il fait bon vivre à l'Accro quand on y passe, et je vais de temps en temps manger aussi. Je vais voir les gens jouer aux boules. Alors j'aimerais savoir comment ça se passe à l'Accro et comment ça évolue. L'Accro, on essaie de conserver une joie de vivre malgré les périodes des fois quelquefois difficiles. Oui. Mais bon, c'est mon leitmotiv. C'est une ville à la campagne, j'aime à dire. Tout à fait, oui. Tout simplement, je souhaite conserver, avec mon équipe municipale, nous souhaitons conserver cette identité de campagne. Il est difficile de maintenir cette campagne, mais moi j'y tiens particulièrement, et c'est notre volonté très forte. Donc notre ville s'agrandit. Oui. On ne va pas le cacher. On voit les travaux un petit peu partout au niveau sportif, avec le fenouiller et puis des beaux jardins, des parkings. Et oui, parce que c'est pas parce que la ville s'agrandit qu'il faut oublier de là où on vient. Donc on souhaite garder de grands espaces, des espaces verts. Ça a toujours été une priorité pour nous. Moi je suis heureux quand j'arrive sur ma commune d'arriver, de voir des figues, de voir des vignes, de voir des fleurs. Pareil, lorsque je quitte la commune de l'Accro et que je vais vers la Moutonne, qui est l'Accro, oui, parce que vous savez qu'on s'amuse beaucoup à l'Accro, la Moutonne, l'Accro, il y a toujours cette dualité, mais c'est la même commune. Mais quand on va sur la Moutonne, c'est pareil, on se retrouve au milieu de fleurs, de champs, et moi j'en suis très satisfait. Bien sûr, la commune s'agrandit, il y a des maisons qui poussent, malgré que j'ai le pied sur le frein. Mais bon, c'est aussi les obligations dont on force aujourd'hui les communes à faire du logement, à empiler les gens les uns sur les autres, ce dont je ne suis pas totalement favorable. Les gens, ils ont envie de vivre quand ils viennent sur la commune de l'Accro, sur des quartiers plutôt de type résidentiel, mais voilà, à dimension humaine. Ils ont envie d'arriver sur une place de village, alors qu'on est une ville de 18 300 habitants. Ouais. Mais ils aiment cette ambiance, les marchés le dimanche matin, le mercredi matin, de venir voir jouer aux boules, de pouvoir se balader avec des déplacements en mode doux. J'y tiens particulièrement, que ce soit le vélo, parce que moi-même je me déplace beaucoup en vélo dans le centre-ville de l'Accro ou à pied. Donc c'est vrai qu'on réalise pas mal de travaux pour améliorer la qualité de vie des gens. Et au niveau du commerce, comment ça se passe? C'est une réelle difficulté. Toutes les villes moyennes de notre typologie qui sont près d'une métropole ont du mal à garder les commerces de centre-ville. La première des choses, il faut avoir des parkings en centre-ville. Et on a mis beaucoup de moyens pour ceci, puisqu'on a créé des places de parking. J'ai 1300 places de parking en centre-ville. En zone bleue aussi. Qui sont gratuits. Pour une partie en zone bleue pour éviter les voitures qui restent toute la semaine et prendre des places dans le centre-ville. Donc on a fait plusieurs zones. On a une zone à une demi-heure, une zone à 1h30 et une zone qui est libre. Et ce parking permet et permettra au commerce de se développer. Mais bien sûr, le commerce il peut se développer que si les gens viennent faire leurs courses. Donc il faut agrémenter tout ça. Donc c'est pour ça qu'on fait un très beau parc aujourd'hui en centre-ville, puisqu'on a un parc qui fait près d'1 hectare et qui va maintenant s'agrandir d'1 hectare 2 supplémentaire, c'est-à-dire 2 hectares 2 en plein centre-ville. Ça c'est vraiment le poumon. Il est d'une vision intergénérationnelle, c'est-à-dire que ça sera pour les tout petits, mais aussi pour les personnes âgées, et puis pour les gens comme nous qui ont envie de passer un bon moment. On souhaite aussi y faire des activités dans le centre-ville, et j'essaye de mobiliser un maximum les commerçants de centre-ville pour qu'on puisse faire ces activités, qu'eux restent ouverts bien sûr dans ces périodes-là. Et quand je disais il faut qu'il y ait des consommateurs, moi vous savez ce qui m'inquiète le plus, c'est souvent le débat aujourd'hui. On dit ouais, le commerce ça marche pas parce qu'il y a Avenue 83, parce qu'il y a Grand Var. D'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, Grand Var est en train de se vider de ses commerces. Mais moi je ne dis pas que c'est qu'à cause de ça. Aujourd'hui la réelle difficulté et le changement dans l'acte commercial, c'est Internet. Aujourd'hui les gens sont chez eux, passent la soirée autour d'un ordinateur et font leurs achats autour d'un ordinateur et se font livrer chez eux. C'est très pratique. Qui ne le fait pas, moi-même je l'ai fait. On l'a tous fait. Voilà, on le fait tous. Mais il faut qu'on prenne tous conscience
qu'on est en train de tuer notre centre de vie, notre lien social. Parce que vous imaginez un centre-ville, l'Accro, sans aucun commerce, plus aucun boulanger, plus aucun coiffeur. Moi, je ne peux pas m'imaginer ça. Quand j'ai la chance d'avoir la parole à une antenne comme vous, ben, je dis aux gens, ayez ça à l'esprit. Pensez au commerce local. Parce que demain, vous passerez dans un centre-ville où tout sera fermé, où les commerces seront fermés. Nous, on a pris des mesures. On interdit le changement de destination d'un commerce en local d'habitation. Mais il faut que derrière, il y ait quelqu'un. Parce que si tous ces commerces sont vides, ça ne pourra pas fonctionner. Et il y a, avec des institutions comme la Chambre de commerce... on travaille beaucoup avec la Chambre de commerce. Même la Chambre des métiers aussi. On a même passé une convention avec la Chambre des métiers. Mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Après, il y a la difficulté des charges pour les entreprises. Oui. Il faut le savoir. Moi-même, j'ai une entreprise, mais quand on voit les charges aujourd'hui, à sont soumises les entreprises, c'est vraiment une réelle difficulté. Il faut aussi, bien sûr, que dans le commerce, en face, on ait des gens sympathiques, accueillants, mais aussi qui aient une bonne formation dans le métier. Parce que quelquefois, les gens, ils font des changements de vie. Ils se disent on ouvre un commerce alors qu'ils n'ont jamais pratiqué avant. Ça se voit. Et souvent, ça les met dans une réelle difficulté dans l'avenir qui suit. Donc, bien sûr, les chambres de commerce, toutes les chambres consulaires sont très importantes sur le sujet. Parce qu'il faut qu'ils apportent cette expertise, cette formation. Vous savez que la Chambre des métiers ou la Chambre de commerce, quand quelqu'un s'y adresse, ils vous font un business plan. Mais il faut aussi que vous soyez bon et que vous écoutiez aussi. Parce que quelquefois, les gens, ils en font qu'à leur tête. C'est un réel métier, être commerçant. Ça ne s'improvise pas comme ça. Aujourd'hui, l'Accro fait partie de la métropole. Oui. Les avantages, les inconvénients? Alors ça a été une vision technocratique vue de Paris et vue de l'Europe. C'est-à-dire qu'on a voulu organiser le pays sur des grandes métropoles au risque des fois de mettre dans la difficulté, on le voit aujourd'hui, ce qui se passe avec les Gilets jaunes, mettre dans la difficulté la ruralité. Et des communes comme la mienne, eh bien, elle est mi-rurale, mi-métropolitaine. Donc il fallait qu'on s'adapte. J'y ai réfléchi longtemps. Lorsque j'ai été élu en 2008, nous faisions partie de la communauté de communes de la vallée du Gapot, qui est une jolie petite communauté de communes, mais qui pour moi n'était pas au fait pour qu'on puisse avoir un développement harmonieux de ce territoire. Et je voulais avoir une vision de cette commune, conserver cette ville à la campagne, mais ne pas oublier le développement. Je suis un fervent métropolitain, mais aujourd'hui l'État nous force à transférer pratiquement toutes les compétences et on vide la commune de sa substance. Alors, on a une chance, c'est qu'on a créé une métropole sans en changer le périmètre pour le moment, c'est-à-dire nous sommes que 12 communes. À 12 communes, on reste une métropole qui a un nombre d'habitants est très importante, 430 000 habitants, voilà, mais qui par contre reste humaine dans sa gestion puisque nous sommes 12 maires. Et puis, à la direction de cette métropole, nous avons Hubert Falco. Ça, c'est une triple chance pour nous, c'est que Hubert Falco, ça a été un maire d'un village de Pignan, auquel il reste très attaché d'ailleurs. Et donc, il a une vision métropolitaine, mais il a aussi une vision communale de proximité. Nous avons mis en place un dispositif qui, pour moi, me semble le meilleur, c'est que nous avons mis 12 antennes métropolitaines qui correspondent aux 12 communes. Dans chacune de ces antennes, c'est le vice-président de la métropole, puisqu'il est maire, qui gère son antenne avec un budget et une orientation. Et sur les grands projets métropolitains, c'est à nous de nous entendre entre les 12 maires pour créer des axes prioritaires. Et donc, on arrive à garder cette proximité qu'on ne veut pas perdre. Alors, bien sûr, il y a d'autres territoires qui veulent nous rejoindre, mais ça restera toujours à dimension humaine.
un autre mot à rajouter? Alors, si, je voudrais simplement rajouter que les communes aujourd'hui sont dans la difficulté, c'est commun à toutes les communes, sur la commune de la Crosse et sur le logement social, et je ne peux pas passer à côté de ce sujet. Aujourd'hui, on impose 25% de logements sociaux sur une commune en 2025. 2025, c'est demain. La commune de la Crosse était une commune agricole, une commune où tout le monde pouvait se loger, elle avait sa vocation sociale. Certes, aujourd'hui, avec l'augmentation du foncier, il faut prendre conscience qu'il y a des gens qui ont du mal à se loger, qu'il faut pouvoir les loger. Mais lorsque vous êtes parti des années 2010 ou 2008, c'est mon cas puisque j'ai été élu maire en 2008, où le nombre de logements sociaux était très faible. Et qu'on vous dit sur tout le territoire français, il faut qu'il y en ait 25% en 2025, et que vous n'en avez pas beaucoup, ça veut dire qu'il faudrait construire que du logement social. Et ça, j'en fais un combat parce que c'est pas possible. C'est impossible. C'est pas possible, pourquoi? Ça veut dire quoi? Prendre des terres agricoles? Non, moi je ne souhaite pas qu'on prenne des terres agricoles. Vous savez qu'en plus je m'occupe des inondations sur tout l'Emprovence Méditerranée. C'est une grosse erreur d'aller prendre des terres agricoles, d'abord des bonnes terres qui ont une qualité agronomique, et puis en plus qui nous permettent justement d'absorber les phénomènes pluvieux très forts. Donc non. Et alors la seule réponse de l'État, c'est de dire on ne tient pas compte de ce que vous faites, des efforts que vous faites. Depuis que je suis élu, j'ai fait 30% de logements sociaux, si on prend le flux. Oui. Mais pour pouvoir rattraper le retard, c'est carrément impossible, parce que même les logements sociaux que nous construisons comptent dans le nombre de logements pour calculer les 25%. C'est-à-dire que quand vous faites 4 logements sociaux, vous en devez encore 1,25. Donc c'est quand même impossible. Et on donne comme difficulté supplémentaire aux communes, c'est comme vous ne faites pas et vous n'arriverez pas aux 25% de logements sociaux, on va vous prendre une pénalité et une surpénalité. Vous savez de combien elle est la surpénalité pour la commune de la Crosse? J'imagine que c'est... Elle est de 825 000 € par an. Et on me demande en même temps de continuer à faire du logement social, à faire des équipements publics, alors que les baisses de dotation n'ont fait que baisser pour toutes les communes. Pour ma commune en plus, on paye cette pénalité. Et pire que ça, c'est que pour rajouter encore à la punition, la commune de la Crosse bénéficiait de ce qu'on appelle la dotation de solidarité urbaine. Parce que justement, c'était une commune qui avait un potentiel fiscal faible et qui avait donc des gens plutôt de revenus modestes. Eh bien, on a mis dans le règlement de cette dotation la réglementation des logements sociaux. Donc on a aussi supprimé la dotation de solidarité urbaine, 550 000 €. Faites le compte de ce qui manque dans mon budget. Eh bien, je trouve ça totalement scandaleux. Donc, je n'arrive pas à comprendre que le président de la République continue à s'entêter, parce que c'est le président de la République qui est responsable du fonctionnement de nos institutions. Je lui ai écrit par 2 fois. Une fois, il ne m'a pas répondu, c'est son directeur de cabinet, pour dire voyez ça, monsieur le préfet. Lorsque j'ai vu que les gilets jaunes, c'était quelque chose qui commençait à bouger en France, je me suis dit, peut-être qu'il va prendre conscience de ce sujet aussi. Donc, je lui ai envoyé une 2e lettre. J'ai toujours pas de réponse à ce jour. Donc, vous savez, le débat, je suis d'accord, mais déjà qu'il débatte au moins avec les gens qui lui écrivent. Voilà, donc c'est le message que je voulais faire passer, parce qu'à un moment donné, trop c'est trop. Qu'est-ce que veut dire aujourd'hui liberté, égalité, fraternité pour Christian Simon? Pour moi, c'est très important. Vous savez, j'ai une histoire familiale. J'ai mon grand-père, j'ai découvert ça et je vais avoir l'émotion qui va venir. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps parce qu'il en parlait peu. Et vous savez qu'on a fêté le centenaire de la guerre de 14-18. Et je me suis rendu compte en faisant des recherches, j'ai trouvé son livret militaire. Et il est parti en 1913 parce qu'il n'était pas parti pour la guerre, il était parti pour faire son service militaire. Parce qu'il était de 1893. Il est en 1913 et puis la guerre s'est déclarée. Il a fait la bataille de la Somme, il a combattu, et puis il a été blessé, puis il est revenu à Marseille, et puis
La bataille de la Somme, c'était tellement horrible, il cherchait des gens qui veuillent s'engager pour d'autres territoires pendant le conflit. Et il s'est engagé, et il est parti en Indochine. Il avait une chance, c'est qu'il parlait anglais, ce qui était rare pour l'époque. Donc il est parti en Indochine. Vous savez en quelle année il est revenu? Il est revenu, donc la guerre a fini en 1918, et lui est revenu en 1921. Et bien pour moi, liberté, égalité, fraternité, c'est le combat de cet homme et d'autres, parce que je le ramène à lui parce que c'est ma vie familiale. Et de beaucoup d'autres, dont certains ne sont pas revenus, pour cet idéal, pour cette vraie liberté qu'on peut avoir, mais la liberté, elle doit avoir aussi un certain respect, parce que pour avoir une certaine liberté, il faut avoir une sécurité, il faut respecter les autres. Donc liberté, égalité, fraternité, pour moi, ça représente ça. Et puis, je voudrais vous dire aussi, puisqu'on est dans la séquence émotion, ce que c'est que d'être maire, parce que j'y réfléchis tous les jours. C'est être bon gestionnaire, certes, il faut être gestionnaire. Bon, j'essaie de l'être du mieux que je peux, puis j'ai des adjoints pour m'aider là-dessus. C'est aussi être à l'écoute des gens, parce que des fois on a une idée, mais il faut savoir la faire évoluer. C'est ça aussi la qualité. Puis être maire, c'est aussi être là dans les moments de plaisir avec les gens. Je le vis assez souvent lorsqu'on célèbre un mariage, lorsqu'il y a des naissances. Moi j'écris à tous mes administrés lorsqu'ils ont un nouveau-né dans la maison, parce que je trouve que c'est important. Et puis aussi dans les moments difficiles. Vous voyez, avant de venir, j'étais à des obsèques. Il y avait beaucoup de monde dans l'église. Et puis c'était une personne, une croix-roise que je connaissais depuis très longtemps. Et bien c'est être aussi là pour les accompagner. Moi, pour moi, être maire, c'est ça. C'est être gestionnaire, avoir des idées, mais aussi, surtout, être proche des gens. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Christian. Merci à vous. Merci. Ça, plus, on passera dans le magazine aussi. D'accord. Il parle fort. Voilà, la bonnette est mise.